Bienvenue à tous en ce mois de décembre. Le mois de décembre, c'est des mois bien chargés, donc merci à vous de prendre cette pause de midi avec nous. Alors, au mois de décembre, en général, on regarde en l'air, on ne sait jamais qu'il y a un cadeau qui tombe dans la cheminée ou que Saint-Nicolas, on le voit passer. Eh bien, nous, on va regarder nos pieds aujourd'hui. On s'est dit que finalement, regarder ses pieds, c'est pas mal aussi. Et on va aussi regarder en dessous. Et j'espère que l'estrade ne va pas tomber, sinon je serais vraiment embêtée. Elle est sous nos pieds, c'est un peu ce qu'on vous propose pour ce midi. Il me doit d'abord, comme toute intervention que l'on fait, de remercier nos partenaires, de remercier le Brabant wallon qui nous soutient dans l'ensemble de nos activités, remercier également la Wallonie qui est présente et qui nous soutient aussi dans l'ensemble de nos missions. Remercier aussi l'équipe de la Maison de l'Urbanisme qui est évidemment ici en présence et on a préparé ce jour ensemble. Merci aussi au Centre culturel, l'équipe technique, l'équipe de communication. Et sachez que Sophie, qui est ici présente, s'attelle à rendre ce midi disponible à tous en enregistrant en fait cette conférence. Merci aussi à Fred de l'équipe technique en fait chez nous qui, au fond de son lit, depuis 3 jours, nous aide néanmoins à faire en sorte que ce midi puisse se passer. Donc merci à vous. Alors pour introduire cette petite conférence ici, ce midi de l'urbanisme, 2023, c'est un récit pour nous à la Maison de l'Urbanisme. C'est le récit de la réhabilitation. Plusieurs personnes ont suivi nos différentes activités, donc je ne serai pas longue sur cette introduction. Donc la réhabilitation, on l'a retourné un peu à gauche, à droite, en dessous, au-dessus, en dessous. Notre point de départ, c'était le projet de SDT, de schéma de développement territorial, qui est la stratégie donc, pour l'ensemble de notre région. Ça, c'était notre point de départ qui nous a invités à s'atteler, à s'interroger sur cette question de la réhabilitation. Alors, on l'a interrogé de différentes façons pendant toute l'année. D'abord, une question sur les centralités, qui est un terme central, excusez-moi du mauvais jeu de mots, mais c'est néanmoins bel et bien le cas. Les centralités, c'est les centres de nos villages, si on veut faire court. Alors les centralités, on l'a exploré de différentes façons. Donc d'abord sur les modes d'habiter, donc comment habiter nos centres de village, nos quartiers de ville. Mais on l'a aussi exploré sous différentes approches, notamment la question du commerce, où on a eu un midi d'urbanisme sur la question de la dynamisation des centres par le commerce, mais aussi espace public, ça c'était au mois de septembre, où on a posé la question de la désirabilité de nos centres au travers des espaces publics réinventés, réenchantés, réaménagés, mais aussi la question des tiers-lieux qui posent cet enjeu des nouvelles fonctionnalités à inventer dans nos villes, nos villages, nos quartiers. Et puis si on dézoome, là on arrive à notre conférence qu'on a pu faire début du mois de novembre, où on a posé cette question fondamentale de la densification douce, terme en douceur, comme son nom l'indique, et qui pose vraiment la question de comment réinvestir les tissus urbanisés dans l'ensemble de notre territoire, bien au-delà de la question des centres. Et puis aujourd'hui, on vous propose le dézoom ultra sur la question de la sobriété foncière. La question de la sobriété foncière nous invite vraiment à poser la question du consommer moins et consommer mieux. Alors sur la question du consommer moins, on en a parlé et sans doute que si vous lisez notamment notre revue Espace Vie, vous avez quelques chiffres en tête ou en tous les cas quelques enjeux qui ont multiple fois pu être énoncés. Donc en Brabant wallon, rappelons-nous qu'on a une consommation du sol qui est importante, comme ailleurs en région wallonne, et bien qu'elle soit en diminution, ça c'est quelque part un peu la bonne nouvelle et on peut s'en réjouir. Néanmoins, on a un potentiel foncier, donc des terrains qui restent à urbaniser, qui peuvent encore être construits, qui est réduit par endroits, mais néanmoins encore très généreux. Juste 2-3 chiffres pour avoir en tête, j'aime toujours bien de les répéter. En Brabant wallon, sur la période 2010-2020, c'est quand même 112 hectares par an qui ont été urbanisés. 112 hectares, c'est 112 terrains de foot. Donc, on a quand même une idée de l'importance que ça a. En région wallonne, si on prend toutes les fonctions confondues, donc on est au-delà du résidentiel, c'est 1200 hectares par an sur ce laps de temps qui ont été consommés. Donc, c'est dire que c'est vraiment important.
Et si on suit en fait cette tendance de consommation, c'est près de 1000 hectares en fait qui seront artificialisés d'ici 2050 en Brabant wallon. C'est quand même pas rien. Et donc un potentiel foncier en Brabant wallon dans la zone d'habitat de plus de 4300 hectares qui nous restent donc encore potentiellement urbanisables. Donc c'est des chiffres qui sont vraiment importants. Et en fait, on voit aujourd'hui qu'on a une offre de terrain potentiel donc, qui dépasse ce qu'on va pouvoir faire eu égard aux objectifs européens du zéro artificialisation nette. Ça, vous avez déjà aussi entendu parler de cette notion-là. Donc, c'est l'Europe qui nous invite à, d'ici 2050, de ne plus investir des nouveaux terrains, des terrains consacrés aujourd'hui à l'agriculture ou à la nature. Donc, c'est un enjeu extrêmement important. C'est la base de cette révision de la stratégie wallonne du développement territorial. Il est donc nécessaire de réduire la consommation des terres et se tourner donc, c'est un peu le corollaire évident, se tourner vers les terres qui sont déjà artificialisées, donc qui sont déjà occupées par l'homme. Sobriété foncière, il y a donc cet enjeu de consommer moins, mais il y a aussi cet enjeu de consommer mieux. Et donc considérer cette nappe urbanisée, donc tous ces quartiers qui existent sur nos territoires, c'est aussi les considérer comme une ressource qu'on doit pouvoir valoriser. Il faut pouvoir d'abord la regarder et parfois il faut aussi pouvoir la réparer. Et donc, on invite ici, le temps de cette conférence, à dépasser aussi la logique foncière, la logique immobilière, cette logique qui veut qu'on ne considère que le cadastre, que cette couche hyper fine du sol, où on découpe les choses pour pouvoir y construire. Ce qu'on vous invite à poser comme question, enfin à rentrer en tous les cas en réflexion, c'est vraiment de cette profondeur du sol, et donc vraiment dépasser cette logique du découpage, et donc travailler cette profondeur. Et je pense que l'image est assez explicite. Hein. Levons le voile pour voir un peu ce qui se passe sous nos pieds. Et donc le sol, c'est vraiment une denrée précieuse. En fait, on l'oublie, bien que les périodes des inondations ou les enjeux de biodiversité nous le rappellent souvent, que le sol, c'est avant tout un terreau. Et donc, il nous offre en fait énormément de services, et nos intervenantes vont l'expliquer encore bien mieux que moi, bien évidemment. C'est une ressource commune aussi, c'est un patrimoine commun, le sol. Et donc, il faut aussi pouvoir travailler les continuités, les interrelations qui s'alimentent en fait sur cette question du sol. Le sol, c'est pas juste ma parcelle. Le sol, en fait, le sol de mon voisin, c'est aussi en fait le même sol que moi. Il y a de fortes chances. Et donc, quand on retire une pièce du puzzle, tous les fils viennent avec. Et donc, il faut pouvoir aussi prendre cette large échelle. Et passer aussi de l'acupuncture, donc je soigne le sol pollué juste à un endroit, à un point. Souvent, c'est l'image qu'on a. Il faut aussi pouvoir dézoomer et donc travailler sur la filière, et donc passer de l'isolé au généralisé. Et puis, il faut pouvoir travailler ensemble. Beaucoup d'acteurs en fait sont autour de cette question des sols, et Cécile va nous bien l'expliquer. Et puis il y a une question de réalité. Un sol n'est pas l'autre. On a différentes réalités à la fois physiques, biologiques du sol. On a aussi différentes réalités en termes de projets, en termes de personnes autour de la table. Très vite brossé, quelques enjeux pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Alors l'ambiance, elle va continuer évidemment avec 3 intervenantes. Ce sera un midi féminin aujourd'hui, ça n'arrive pas souvent. Nous allons écouter avec plaisir Aurélie Couchy qui nous vient de Canopéa, et puis Cécile Nouet qui nous vient de l'Université de Liège et qui nous expliquera le projet dont elle est la porteuse, et puis Clotilde Fally qui nous vient de la Chambre des urbanistes de Belgique, qui nous donnera donc cet éclairage sur ces pratiques d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Voilà, j'invite notre première intervenante, Aurélie. Tac, tac, tac. Et voilà. Merci Bénédicte. Pardon, merci. Donc moi, je vais vous parler de ce qui se passe sous nos pieds et comment envisager un urbanisme à partir des sols, justement. Donc en 2 mots, moi je viens de chez Canopéa, qui est la Fédération des associations environnementales de Wallonie. Et donc on a plusieurs missions
notamment de la sensibilisation et du plaidoyer au lobby politique. On a près de 150 associations membres dans notre fédération et on travaille sur des enjeux environnementaux qui sont vraiment transversaux, qui vont de la biodiversité à l'économie circulaire, en passant évidemment par l'aménagement du territoire. Et donc moi, je suis chargée de mission aménagement du territoire chez Canopea depuis 2021. Et donc, puisqu'on s'intéresse au sol, Bénédicte nous a déjà fait une super introduction. Vraiment, le mot-clé, je crois, à retenir sur les sols, c'est que les sols sont un écosystème vivant. Alors, les sols, c'est quoi ? C'est la fine couche de quelques centimètres à quelques mètres qui recouvre la surface de notre globe. C'est la croûte terrestre. Mais si je vous dis ça, en fait, je vous dis rien sur les sols. Alors, je ne suis pas du tout pédologue, je ne suis pas scientifique de formation, mais je vais quand même vous faire une mini-introduction sur ce que c'est réellement un sol et pourquoi, du coup, penser l'urbanisme à partir des sols est vraiment important. Et donc, on va commencer dans la profondeur, puisqu'un sol, en fait, il est structuré en différentes couches. On a la couche supérieure qui est la végétation. En dessous, on a les premières couches d'humus, qui sont vraiment cette partie plus fertile de décomposition de matière organique. Viennent ensuite la couche arable, qui est plus ou moins épaisse selon les terrains sur lesquels on se trouve, qui est vraiment cette partie meuble, en fait, dans laquelle, si vous jardinez de temps en temps, vous plongez les mains pour planter vos légumes ou vos fleurs. Vient ensuite le sous-sol, et puis la roche-mère. Oups. On revient en arrière. Alors un sol, en fait, il est composé de particules minérales qui sont le résultat de l'altération de la roche-mère sous l'action de différents facteurs climatiques, les températures, les précipitations, sous l'action de facteurs biologiques, les racines des végétaux, et également sous l'action des particules, des micro-organismes qui sont présents dans le sol, des invertébrés aux bactéries, qui habitent le sol réellement et vont décomposer les matières. Et donc ici, on voit rapidement une fresque où on a d'abord la roche-mère, et puis on a une première couche de végétation qui se développe, du coup une première couche de matière organique qui peut se déposer sur les sols, qui va favoriser du coup la vie microbienne et qui va petit à petit créer les différentes couches du sol. Et les racines participent réellement à la formation des sols. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont vraiment amollir le sol, et c'est une interaction constante, c'est-à-dire qu'à la fois la plante fait le sol et le sol fait la plante. Et ça, de nouveau, si vous êtes jardinier, vous l'avez déjà sûrement remarqué dans votre jardin. Et donc l'épaisseur et la structure et la composition de ces couches, elles dépendent de la roche-mère et puis de l'apport en fait des différentes matières organiques, de la présence des micro-organismes et forcément de l'exposition et des conditions climatiques. Et donc très vite, vous en avez l'intuition, j'en suis sûre, mais on se rend bien compte qu'il n'y a pas un sol, mais plutôt des sols. Alors en Belgique, on dénombre un bon milieu de sols, avec plus ou moins 10 000 variantes qui ont été comptabilisées. Au niveau mondial, les pédologues ont créé des grandes classes pédologiques, il y en a 32 qui ont été arrêtées, et en Wallonie, on a quand même 15 de ces types de sols qui sont présents. Et donc ça, c'est une carte que vous pouvez retrouver sur l'état de l'environnement, le site du SPW. Alors, je vous ai expliqué comment les sols étaient créés. Et évidemment, on se doute que c'est une dynamique qui est permanente, mais surtout qui demande du temps. On parlait dans la présentation du rapport temporel au sol. En fait, former quelques centimètres de la couche de sol, ça peut représenter jusqu'à 1000 ans. À l'échelle de la vie humaine, on se rend bien compte qu'en fait, le sol n'est pas renouvelable. En fait, on a une espérance de vie qui augmente chaque année, mais quand même pas à ce point-là. Alors, on a vu que les sols, il y a vraiment une vie à l'intérieur, des micro-organismes, des organismes végétaux et des organismes animaux. Souvent, quand on pense à la biodiversité qu'il y a dans nos sols, on pense aux vers de terre, aux mille-pattes, aux cloportes, qui sont peut-être pas les exemples de biodiversité qui y vivent, qui sont les plus sexy. Et du coup, je trouve hyper intéressant le travail de Philippe Lebeau, qui est un photographe naturaliste, qui un jour, sans le faire exprès, laisse tomber son appareil photo dans une forêt, photographie en très gros plan la vie des sols, et on a fait un projet. Et donc là, vous avez deux images. Un petit colambole qui se protège de la pluie sous une petite feuille. Et à côté, je ne vais pas me risquer à prononcer le nom de l'espèce, mais en gros, c'est un organisme qui est à la fois champignon, végétal et animal, et qui participe à la décomposition de la matière organique. Et donc 25% de la biodiversité terrestre est présente dans nos sols.
25%, c'est quand même énorme. Et sur ces 25%, on en connaît 1 à 2%. Donc on peut dire qu'on a encore des choses à apprendre. Et il faut quand même savoir que parmi cette biodiversité, en fait, elle nous aide à plus d'un point, et que notamment 70% des antibiotiques sont issus des bactéries qui sont présentes dans le sol. Alors les sols, ils sont aussi à l'interface d'autres écosystèmes. Je suis désolée, l'image est toute petite, mais j'ai pas réussi à en trouver une meilleure. Mais en gros, ce que cette image représente, c'est vraiment le fait que les sols sont à l'interaction avec l'atmosphère, donc la relation avec l'air, avec la lithosphère, donc la roche-mère, en gros, l'hydrosphère, donc l'eau, fatalement avec les cours d'eau, on le voit très très bien, et la biosphère, donc la sphère du vivant. Et cette position d'interface leur confère vraiment des fonctions écologiques qui sont en lien avec les qualités de l'air, les qualités de l'eau, le développement de la biodiversité terrestre. Et donc on vient déjà de le voir, mais en gros, un sol, il est caractérisé par des qualités qui lui sont propres. Des propriétés physiques, l'épaisseur, la texture, la structure, la porosité, la taille des pores, etc. Des propriétés chimiques, la présence de carbone, d'azote, etc. Des propriétés biologiques, la présence de bactéries, de champignons, de vers de terre. Et c'est vraiment, ces propriétés, elles sont en interrelation les unes avec les autres et définissent du coup une qualité à chaque sol qui est propre. Alors on le remarque dans les jardins, en fait le sol il a une odeur, une couleur, une texture différente. Voilà. Et de nouveau, si vous en avez de temps en temps, vous avez déjà sûrement observé ça. Alors ces qualités, elles permettent au sol de répondre, enfin de produire un certain nombre de fonctions. Donc les fonctions, on pourrait vraiment dire que c'est ce que fait le sol. Et ça va être retenir l'eau, avoir des échanges gazeux avec l'air, décomposer la matière organique. Et donc ça s'inscrit vraiment dans la régulation de différents cycles naturels. Et de nouveau, ces propriétés, elles sont vraiment directement liées aux qualités que le sol a. Et les qualités des sols plus leurs fonctions, ça nous rend ce qu'on appelle les services écosystémiques. Les services écosystémiques, c'est une façon qu'a l'homme de qualifier en fait, les fonctions que la nature rend gratuitement et de pouvoir les traduire en fait, pour mieux les prendre en compte. C'est une manière un peu qu'on a de pouvoir un peu quantifier ce que la nature nous offre gratuitement. Et donc ces services, ils sont de 4 grands groupes. Il y a les services de support, les services d'approvisionnement, de régulation et les services culturels. Et ces services, voilà, comme je viens de le dire, ils sont parfois plus ou moins difficilement appréhendables. Les services culturels, c'est à la fois... ils conservent, les sols conservent les vestiges archéologiques, par exemple. Ils sont aussi le support d'un certain nombre de rites funéraires, etc. C'est plus ou moins immatériel pour certaines personnes de pouvoir quantifier ça. Et encore plus immatériel, il y a le support au paysage, à la végétation, qui parfois, voilà, c'est pas une grille dans laquelle on peut cocher les choses. Mais néanmoins, aborder les sols sous ces services écosystémiques, ça permet de dépasser du coup un peu l'idée qu'on en a. Et donc dans ces services, ils ont vraiment un rôle essentiel dans la régulation d'un certain nombre de cycles, dont le cycle du carbone par exemple. Donc en fait, il faut savoir que dans les sols, il y a 2 fois plus de carbone que dans l'atmosphère, 3 fois plus que dans la végétation, que en fait, le sol influence la composition de l'atmosphère en matière en carbone, pardon, puisque d'un côté, quand il dégrade les matières organiques, il émet des gaz à effet de serre, mais d'un autre côté, en fait, plus il dégrade les matières organiques, plus il en stocke. Et il y a des pratiques qu'on a qui ne participent pas du tout à maintenir le carbone dans les sols. Et parmi ces pratiques, il y en a une petite liste ici qui sont répertoriées par le site du SPOE que vous pouvez retrouver sur l'état de l'environnement en Wallonie. D'une manière générale, 60 à 70% des sols européens sont dégradés et la Wallonie n'échappe pas à la règle. Et parmi les pratiques qui dégradent les sols et qui sont très liées à l'urbanisation, il y a évidemment l'imperméabilisation des sols, des pollutions qui peuvent être plus ou moins locales et diffuses, une perte de matière organique, fatalement, dans les sols artificialisés, en fait, il y en a quand même beaucoup moins. Il peut y avoir aussi des effets de compaction, etc. Alors le sol, en fait, il est très sensible à la variation d'un certain nombre de paramètres, mais il est très résilient en même temps. Donc il va avoir une capacité de résistance qui est assez importante, mais parfois, il y a juste le changement de trop qui va faire qu'il va se dégrader, et ça peut prendre quelques heures pour que sa dégradation se passe. Donc vraiment, en fait,
nos sols, il faut en prendre soin. Alors, puisqu'on parle d'urbanisation, je ne vais pas revenir sur les chiffres, Bénédicte l'a fait avant moi, mais l'artificialisation des sols augmente. Alors, elle a peut-être diminué en Brabant wallon, mais sur l'ensemble de la Wallonie, sa diminution n'est pas si naturelle que ça. Et surtout, les chiffres de 2020-2022 nous prouvent qu'elle est repartie à la hausse. D'où l'importance du schéma de développement territorial. Alors, je vous ai parlé des sols et je suis un peu rentrée dans leur profondeur pour vraiment exprimer à quel point il faut changer de paradigme à notre sens pour prendre en compte les sols dans leurs 3 dimensions. Prendre en compte leur qualité, leur fonction et les services qu'ils nous rendent. Arrêter de les voir uniquement comme des supports, des surfaces qui accueillent les fonctions dont on a besoin. C'est un des services qu'ils nous rendent, évidemment, mais pas que. Et prendre en compte les sols dans leur ensemble est vraiment essentiel à la résilience de la Wallonie. Pardon. Et donc, on soutient vraiment l'adoption d'un urbanisme à partir des sols. Alors, un urbanisme à partir des sols, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un urbanisme qui va prendre soin des sols et on peut y atteindre cet objectif via des objectifs quantitatifs. Et donc là, on en revient au zéro artificialisation nette, principe qui est vraiment repris dans le schéma de développement territorial de la Wallonie. Avec quand même un petit point d'attention, c'est que le ZAN, comme expliqué plus tôt, en fait, c'est pas complètement arrêter d'artificialiser. Ça veut dire arrêter d'artificialiser, sauf si on désartificialise par ailleurs. Et c'est en fait le bilan de la désartificialisation versus la nouvelle artificialisation qui comptera comme zéro ou neutre. C'est là où quand même, moi j'ai un petit doute sur cette idée d'uniquement aborder la qualité, la protection des sols via des objectifs quantitatifs. Parce que les sols désartificialisés, ici c'est une image que j'ai empruntée à Yannick Poya. En fait, vous voyez les différentes couches dont on a parlé plus tôt, on peut quand même douter de la capacité de réversibilité de l'artificialisation des sols. Et donc si on ne peut pas les remettre à un état naturel, en fait ces sols, de nouveau, ils ont perdu leur qualité et ils ont perdu leur fonction surtout, et donc ils ne nous rendent plus tous les services écosystémiques qu'ils sont capables de rendre. Et donc l'urbanisme à partir des sols, ça pourrait être aussi d'accoler des objectifs qualitatifs. Et c'est là que la directive européenne qui est en cours d'adoption devient intéressante, parce qu'elle définit les sols sous l'angle de la santé. Et la santé est définie comme la santé chimique, biologique et physique des sols, qui permettent aux sols de fournir en permanence le plus grand nombre possible des services écosystémiques. Alors, ils sont listés, mais en gros, vous les avez vus dans le petit schéma tout à l'heure, c'est plus ou moins la même, qui sont juste exprimés de manière différente. Et donc, c'est vraiment reconnaître que les sols, ils nous rendent en fait ces services grâce à leur qualité et leur fonction. Et c'est vraiment reconnaître l'importance de ces services qui, comme je le disais plus tôt, sont parfois difficilement quantifiables. Alors, ça va demander évidemment de développer des indicateurs qui vont nous permettre de poser des diagnostics sur ces sols, qui vont prendre en compte les qualités chimiques, biologiques et physiques, et mesurer les fonctions et services écosystémiques. Ça se fera à travers des diagnostics. Ici, c'est le travail de Solenco, par exemple, en France, qui produit déjà des diagnostics pédologiques. Donc, on va faire des sondages et des ouvertures pour mesurer les couches, leurs différentes épaisseurs, etc. Des diagnostics agronomiques, ou autrement dit, qui vont être plutôt liés alors à la chimie, à la physique et à la biologie des sols, et alors des diagnostics écologiques. Puisque, en fait, un sol peut être plus ou moins riche, par exemple, d'un point de vue biologique, et accueillir néanmoins une grosse biodiversité en surface. Donc, il faut quand même tenir compte à la fois de leurs 3 dimensions, mais regarder ce qui se passe en surface aussi. Et alors, il y a des indicateurs de prise en compte de leur multifonctionnalité qui sont aussi en cours de développement. Ici, c'est par exemple le projet MUSE, qui est aussi un projet français, et qui permet de différencier quand même à la fois la fonction des sols agricoles et des sols urbains, par exemple. Ils n'ont pas exactement... on peut avoir des attentes différentes à leur égard, évidemment, et de prendre en compte la régulation du cycle de l'eau des sols, le stock potentiel de carbone qu'ils sont capables d'accueillir, etc. Et donc, quand on agrège ces documents,
on arrive à des cartographies des services écosystémiques qui sont rendus par les sols. Alors ici, c'est de nouveau dans le cadre du projet MUSE, une cartographie des services écosystémiques liés à la qualité agronomique, à la capacité d'infiltration des eaux, au stockage du carbone et à la capacité d'accueil de la biodiversité, qui a été réalisée pour Marseille, Aix-en-Provence. Et donc on a une carte sur laquelle on peut voir, alors vous le voyez sûrement bien mieux que moi sur mon petit écran, mais en fait la capacité de certains sols qui peut être très faible en rouge à vraiment très forte en vert foncé. Donc en fait toutes ces données, on peut s'en servir pour chercher la meilleure adéquation entre un site et un projet. C'est vraiment faire du site l'acteur de l'élaboration du programme. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment aller mesurer sa capacité à rendre des fonctions et des services écosystémiques, et puis, à partir de là, décider de la forme du projet. C'est vraiment des outils d'aide à la décision qui sont vraiment mobilisables à différentes séquences, et notamment une séquence qui est fortement publicitée dans la directive et dans le SDT, c'est la séquence éviter, réduire, compenser. Éviter, c'est vraiment éviter toute dégradation du sol, à commencer par ça, et donc éventuellement ne plus du tout urbaniser des sols non artificialisés. Réduire, et donc comme Bénédicte l'expliquait, c'est réhabiliter, ça va être utiliser des terrains déjà artificialisés, ça va être réhabiliter des friches, éventuellement construire en MIMBY, donc Building My Backyard, un peu comme l'illustre le dessin, faire de la densification douce, etc. Et si vraiment on n'a pas d'autre choix que d'implanter un projet sur un site, compenser, mettre en place des solutions, si possible basées sur la nature, qui vont compenser les impacts du projet. Ici, c'est un jardin de pluie qui a été installé sur la cité universitaire de Paris. Et c'est une démarche qui est vraiment applicable à différentes échelles. Et la région bruxelloise, en fait, est très novatrice en la matière. Elle a développé ce qu'on appelle l'indice de qualité des sols bruxellois, IQSB, à travers sa stratégie Good Soil. Cette stratégie est vraiment transversale et elle est rentrée déjà en application depuis 2019 et la région s'en saisit à différentes échelles. Au niveau régional, quand ils ont revu le plan d'affectation du sol, autrement dit nos plans de secteur, ils ont vraiment mobilisé l'outil. La commune de Watermal-Boisfort a utilisé l'outil pour actualiser son plan de secteur à elle communal et un peu identifier les zones d'intérêt. Et puis se dire, OK, en fait, on avait repéré des endroits potentiels pour venir implanter des projets. Où est-ce qu'on va finalement les installer suite aux résultats de l'IQSB? Et alors, ça peut s'utiliser au niveau de la parcelle. Évidemment, le plus en amont possible du projet. L'idée, c'est de faire un diagnostic avant de développer son projet. On sait bien que développer un projet immobilier et puis, à la dernière minute, se rendre compte qu'en fait, il ne faut pas l'installer sur telle partie du terrain et qu'il faut carrément le déménager, ça change le projet. Donc, il faut vraiment penser ça le plus en amont possible. Mais il y a vraiment cette idée de choisir le meilleur endroit possible pour développer des projets, tout en se rappelant que éviter reste la meilleure des solutions. Et développer des indicateurs, ça nous permettra aussi de préserver les espaces de pleine terre en ville, qui sont quand même de plus en plus rares, alors qu'ils ont des rôles de régulation du climat, des eaux de pluie, des rôles de services écosystémiques culturels qui sont hyper importants. Et dans l'optique du zéro artificialisation nette et de l'entrée, on espère prochainement en vigueur du SDT, en fait, densifier oui, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe où en ville, ça reste important. Et ça permettra aussi, on l'espère, de fixer des objectifs de renaturation des sols. Dans la mesure du possible, en fait, vouloir désartificialiser d'un côté, ça... J'ai des gros doutes sur cette idée, mais néanmoins, si on en arrivait là, il va falloir qu'on fixe des objectifs, en fait. Ça veut dire quoi, désartificialiser? Comment est-ce qu'on va faire pour renaturer ces sols-là, pour leur permettre de retrouver leur fonction la plus initiale possible, en sachant que la plupart des sols qu'on connaît ont de toute façon déjà été plus ou moins indirectement impactés par l'homme. Donc la fonction initiale naturelle du sol, on la connaît pas. Donc on va travailler à partir d'indicateurs qui seront possiblement développables maintenant, mais donc ça pourrait fixer aussi des objectifs de renaturation. Et donc on l'a rapidement vu, mais il y a quand même déjà des pays et des régions qui se saisissent de ce genre de démarche. Good Soil à Bruxelles, le projet MUSE à Paris, en France, pardon.
Paris n'est pas la France, j'oublie parfois. Oui, voilà. Projet qui a été mis en application à Dijon, qui a adopté une stratégie mieux manger, mieux produire, qui vise à protéger leur sol agricole, à redévelopper leur stratégie de ceinture alimentaire, etc. Et également en Suisse, puisque la Suisse a adopté une stratégie sol suisse qui est, elle, très transversale, puisqu'elle vraiment a envisagé les sols à la fois agricoles et urbains dans une même stratégie, à la différence du SDT, et qui a développé également des indicateurs de santé des sols et qui les mobilise déjà en fait, pour implanter des projets. Alors la Wallonie n'est pas en reste, il y a quand même des projets qui se développent, même s'il y en a un qui sont encore à développer. Il y a le projet mené en collaboration avec Solvay et l'ADEME qui a permis d'étudier la prise en compte des sols dans les outils d'aménagement et territoire français et wallons. Il y a le projet Sanisol qui permet déjà de mesurer la pollution des sols potagers et maraîchers du côté de Liège. D'une façon peut-être un peu plus éloignée, mais néanmoins en lien, il y a le développement de la matrice de capacité des services écosystémiques qui a été mis au point par le SPE à RNE. Et donc, voilà, petit à petit, il y a quand même une convergence en fait, des projets qui, on l'espère, vont mener à la mise en place d'un urbanisme par les sols. Et par ailleurs, l'IQSB bruxellois a inspiré la Wallonie, puisque un marché public récemment attribué vise à développer un indice de qualité des sols wallons à l'image de celui qui est développé à Bruxelles. Et donc vraiment pour nous, cet urbanisme par les sols, ça permettra de préserver certains sols de certains usages, et autrement dit, de choisir le bon usage pour le bon sol, de conditionner l'affectation d'un sol à sa qualité, et donc dès lors de lutter contre la dégradation des sols en bonne santé. Alors, je vous ai à la fois raconté plein de choses sur les sols et en même temps, je vous ai absolument rien dit. Et donc, si vous avez envie d'en découvrir un tout petit peu plus, mini-seconde d'autopromotion, j'ai écrit quelques articles, n'hésitez pas à aller les lire. Et surtout, à lire l'essai de Patrick Henry, des tracés aux traces pour un urbanisme des sols, qui est vraiment génial à lire. Et qui doit se lire, à mon sens, en même temps que le manifeste pour un urbanisme circulaire de Sylvain Grisot, avec l'essai de Philippe Madec, Mieux avec moins, et l'essai de ma collègue Hélène Ancion, qui avait produit le dossier Stop Béton. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Super, merci beaucoup pour cet exposé, ma foi très clair, qui montre bien toutes les fonctions du sol et qui montre aussi que le sol, c'est pas juste une question d'environnementaliste. En fait, ça nous concerne tous citoyens, ça nous concerne aussi en tant qu'aménageurs. Donc, ça nous concerne tous. Alors, on va rentrer un peu plus dans cette idée de projet avec Cécile Nouet que j'invite. Cécile, elle est biologiste de formation et elle a aussi fait une spécialisation en phytomanagement. Elle va nous expliquer de quoi il en ressort. Et elle s'est d'abord attelée à la chose sur un projet à Sambreville. Et puis maintenant, elle fait partie donc de l'Université de Liège et elle est coordinatrice d'une initiative pour l'innovation stratégique, s'il vous plaît, qui porte le doux nom de Waste to Bio. Et donc, pour dire plus simplement, il s'attelle à traiter de la réhabilitation des friches par les solutions que nous procure la nature. Donc, en juste prolongation des propos de Aurélie, à toi, pour un quart d'heure. Oui. Bonjour à tous. Merci Bénédicte. Merci pour cette invitation. J'ai vraiment le plaisir de présenter cette... Si on met pas la bonne présentation. Cette initiative. Si ma souris veut bien revenir. Vas-y, hein. Ah voilà. C'est celle-là, je pense. Sorry. Voilà. Donc je disais, merci de me donner l'occasion de présenter l'initiative qui est, issue, qui a été lancée en fait par la région wallonne et puis dont le but est vraiment de fédérer énormément d'acteurs en Wallonie, dont la maison de l'urbanisme du Brabant wallon. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir en discuter ici. Et donc, comme Bénédicte le disait,
là, je vais me concentrer sur les sols des friches, parce que c'est vraiment le propos de notre projet, et en particulier du phytomanagement. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais donc je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu. Donc, les friches en Wallonie, comme partout dans le monde, les friches sont un marqueur des mutations économiques d'une région. Donc, ce sont des terrains à l'abandon qui ont perdu leur utilité, soit parce qu'ils étaient cultivés, donc on appelle ça des friches agricoles, soit parce qu'ils accueillaient des activités commerciales, industrielles ou des friches urbaines. Alors, en Wallonie, il n'existe pas d'inventaire des friches. C'est impossible d'avoir une idée du nombre et de la superficie que représentent ces friches. On peut avoir une idée, donc c'est repris soit dans la surface de sol artificialisée, soit comme site à réaménager, dont j'ai rappelé la définition ici, soit comme terrain pollué, parce que certaines friches sont polluées, d'autres non. Donc c'est assez compliqué, mais en tout cas, en termes d'hectares, on est à minima à 3228 hectares. Et donc, vous voyez qu'en termes de terrain potentiellement pollué en Wallonie, on est jusqu'à 40 000 hectares, sachant que ces terrains potentiellement pollués regroupent aussi des sites avec une activité industrielle toujours en cours. Donc, ce n'est pas forcément des friches. Et alors, le tableau, là, c'est peut-être pas lisible, mais donc pour le Brabant wallon, quand on parle de sites à réaménager, on est à 108 sites à réaménager, soit 292 hectares. Donc les friches sont un réel enjeu en termes d'aménagement du territoire. Pourquoi ? Parce que on l'a rappelé déjà plusieurs fois. C'est vraiment un des outils principaux pour construire la ville sur la ville, recycler le foncier, mais en même temps, ça peut être aussi une opportunité pour créer des paysages productifs. Et ça, c'est très important actuellement pour la bioéconomie, mais je vais y revenir juste après. Mais ça peut être aussi important pour préserver des espaces de biodiversité, puisque les friches, étant donné que ce sont des terrains sur lesquels l'homme n'intervient plus, elles sont colonisées petit à petit par des espèces végétales, des animaux, des insectes. Et donc, ça devient vraiment un écosystème qu'on peut aussi choisir de préserver. Alors, je vais peut-être dire un petit mot sur ce que j'entends par paysage productif. C'est-à-dire que les friches, elles deviennent vraiment un enjeu pour développer des produits biosourcés. Donc les produits biosourcés, ce sont des produits qui vont remplacer certains produits comme des matériaux qui sont actuellement produits par des produits fossiles, des énergies fossiles. Et donc on essaye de remplacer ces produits à partir de différentes espèces végétales. Donc ici, j'ai listé, vous voyez dans le schéma de couleurs, les différents secteurs qui sont concernés par ce qu'on appelle donc la bioéconomie, c'est-à-dire l'économie basée sur la biomasse végétale. Donc on a vraiment des secteurs très variés comme le pharma, la construction, l'hygiène, la voirie, les matériaux composites. Et si on veut être capable vraiment de produire ces molécules, ces matériaux à partir de biomasse végétale, et si on ne veut pas, si on veut préserver les terrains agricoles pour l'agroalimentaire, les friches deviennent aussi très intéressantes pour aller produire ces matériaux. Alors, vous vous en doutez, on en a déjà parlé, c'est un schéma qui a déjà été présenté préalablement. Les friches, elles présentent des sols qui sont dégradés par les activités humaines. Alors ça peut être industriel, mais pas que. Et donc elles vont subir un certain nombre de types de dégradation
l'imperméabilisation, la pollution locale ou la pollution diffuse, c'est-à-dire à travers des retombées atmosphériques. Évidemment qu'il y a des problèmes d'érosion, de diminution de la biodiversité, de diminution aussi du stockage de carbone et de compaction. Donc sur les friches, on va vraiment... malheureusement, ça va regrouper énormément de types de dégradation. Et donc, quand on s'intéresse à la santé de ces sols-là, il va falloir trouver des solutions pour adresser l'ensemble de ces dégradations. Donc, le phytomanagement, c'est un terme anglais. Alors, en France, on utilise plutôt le terme de phytotechnologie. Donc, dans les pays anglophones, plutôt le terme de phytomanagement ou phytoremediation ou phytoremédiation. Phyto, donc pour plantes. Donc, c'est la gestion des friches par les plantes. Et donc, ça implique toute une série d'actions qui peuvent aller de la renaturation des terrains à un paysage productif. Il n'y a pas d'exclusion. Et donc, ça implique l'utilisation. Alors, j'aime pas trop le terme utilisation, mais j'en ai pas trouvé un autre pour l'instant. Mais donc, ça implique l'intervention d'espèces végétales et des micro-organismes associés à ces espèces végétales, parce que c'est très important de considérer les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Et évidemment, là, j'aurais pu rajouter le mot sol, puisque les sols, micro-organismes et espèces végétales vont ensemble et forment un écosystème. Donc, ce qui est très important dans le phytomanagement, et donc c'est un terme qui est apparu maintenant il y a une vingtaine d'années et qui est... On va dire qu'il y a des projets qui se développent de par le monde depuis une vingtaine d'années sur cette thématique-là. C'est pour essayer de trouver une solution à ces terrains et une solution durable, que les friches soient contaminées ou pas. Pourquoi ? Et donc, dans le cas des friches contaminées, on a la possibilité d'utiliser des espèces végétales qui ont la capacité naturellement de stabiliser certains polluants, de dégrader les polluants quand il s'agit de polluants organiques, ou même d'extraire, donc d'absorber certains polluants par les racines et de ensuite transférer ces polluants dans les parties aériennes, dans les feuilles et les tiges, de manière à, on va dire, extraire une partie des polluants. Alors moi, je ne parlerai pas... Vous pouvez voir des fois dans la presse le terme de dépollution ou de nettoyage des sols par les plantes. Moi, je suis beaucoup plus prudente. Je ne suis pas la seule à être prudente là-dessus. Les plantes ont la capacité d'extraire dans une certaine mesure les polluants, mais je ne parlerai pas de dépollution par les plantes. Ça me semble un terme abusif. Et donc, ce couvert végétal ou cette couverture végétale va, et ça Aurélie l'a déjà mentionné, va évidemment aider à améliorer les fonctions du sol, redonner des fonctions au sol des friches, préserver aussi les ressources en eau et renforcer la biodiversité. Alors quand je parle de biodiversité, c'est la biodiversité du sol, mais aussi la biodiversité hors sol. Et dans certains cas, si l'objectif du phytomanagement c'est celui-là, on peut produire un paysage productif. Et donc ça veut dire récolter la biomasse qui est produite sur la friche et utiliser cette biomasse pour produire des matériaux ou des molécules. Et alors, ce couvert végétal, il va aussi servir à, dans certains cas, ça dépend où on l'utilise, mais il peut aussi aider à prévenir les inondations, et ça c'est important. On est en réflexion dans la vallée de la Vesdre, vers Verviers, à l'utilisation du phytomanagement sur certains terrains en cas d'inondation. Et ça intervient, évidemment, le couvert végétal intervient comme toute infrastructure verte dans la régulation du climat. Et aussi une chose qui, moi, me semble très importante, c'est que aussi en utilisant un couvert végétal pour réhabiliter les friches, on contribue aussi à créer un paysage qui peut
être important aussi pour le bien-être et la qualité de vie des riverains. Et ça, je pense que c'est une dimension qui est peut-être pas assez prise en compte, parce que c'est pas du quantitatif. Mais il me semble qu'en milieu urbain, c'est vraiment important de considérer les friches comme moyen pour introduire des infrastructures vertes qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie des riverains. Alors, une notion qui, pour nous aussi, est très importante, c'est l'idée d'utiliser ce couvert végétal, pas forcément de manière permanente, mais qu'on utilise ce couvert végétal pour un usage transitoire ou temporaire. Pourquoi ? Parce que vous voyez sur cette ligne du temps, il s'agit d'un terrain à Sambreville sur lequel j'ai mené un travail de recherche, le projet Écosol. Et donc c'est un terrain c'est une friche dont le nom le nom est Produits chimiques d'eau volée. Donc c'était un terrain de 5 hectares qui accueillait précédemment une usine de produits chimiques. Et donc l'usine a fermé en 1962. Les derniers bâtiments, donc l'usine recouvrait l'intégralité de ce terrain de 5 hectares. Puis les bâtiments ont été déconstruits petit à petit. En 1982, le dernier bâtiment a été déconstruit. Et donc entre 1962 et 2021, il ne s'est rien passé sur cette friche, faute de finances pour réhabiliter la friche et assainir la friche, parce que elle était assez fortement polluée. Et donc les travaux d'assainissement ont été menés par la SPAC en 2021-2022. Et donc une activité économique devait être développée sur ce terrain. Entre ce qui avait été prévu au début du montage du projet quant au redéveloppement de cette friche et la réalité actuelle, en fait, la commune de Sambreville a quelques projets de développement pour ce terrain, mais pas l'entièreté, en fait. Et donc, de nouveau, une partie de ce terrain, je pense, il y a 2 hectares sur les 5 qui vont rester vacants pendant encore un certain temps, on ne sait pas combien de temps. Et donc, l'idée du phytomanagement aussi, c'est de pouvoir proposer des solutions avant les travaux d'assainissement, après les travaux d'assainissement, en attendant qu'un projet de redéveloppement se mette en place ou soit viable, parce que c'est ça aussi la réalité d'un projet de réhabilitation des friches, c'est que c'est très mouvant et ça peut changer assez rapidement. Donc on a eu l'opportunité, grâce à un financement FEDER et à une collaboration avec la ville de Sambreville, et de développer en fait un projet de phytomanagement où on a pu mettre en place 3 plantations, 3 années de tests sur ce terrain. Donc 2 années avant les travaux d'assainissement et puis 1 année après les travaux d'assainissement. Et là, le but du projet, c'était de tester la possibilité de produire des molécules pour le secteur pharmaceutique. Mais donc, on pourrait très bien envisager des projets temporaires sur n'importe quelle friche de Wallonie, en attendant qu'un projet soit viable pour le redéveloppement de la friche. Et donc, encore une fois, le projet de phytomanagement peut avoir pour objectif la production de biomasse, mais aussi un espace de biodiversité. Et alors, on a aussi l'idée de développer ce qu'on a appelé, nous, le phytovoltaïque, c'est-à-dire la combinaison de panneaux photovoltaïques et d'un couvert végétal qui remplit différentes fonctions. Donc ici, je vous présente 3 projets les plus importants qui ont été développés jusqu'à présent en Wallonie, on va dire. Le premier projet qui s'appelle Walfi, donc qui impliquait la région wallonne, Valbiome, que vous connaissez peut-être, qui est une ASBL qui est impliquée dans la valorisation de la biomasse, l'ICEP, qui est un organisme public, un organisme scientifique public, et la SPAC, donc, qui est responsable de la gestion des
des sites pollués. Et donc ce projet-là se déroulait sur 3 sites en Wallonie, un à Anzy, l'autre à Charleroi et l'autre à Ciney. Donc le but, c'était soit un objectif de phytoremédiation, donc stabilisation des polluants par le couvert végétal, soit une valorisation de la biomasse, et dans ce cas-là pour l'énergie. Un deuxième projet très intéressant développé en Wallonie qui vient de se terminer, c'est le projet New Zealand. C'est de nouveau, donc là, dans le projet New Zealand, qui est illustré avec la carte au-dessus de la diapositive. Donc là, c'est un projet de cartographie des sites qui peuvent accueillir du phytomanagement en Wallonie. Et donc là, c'était un projet européen qui impliquait des partenaires belges, encore une fois Valbiom et également l'Université de Liège, mais aussi des partenaires français et des partenaires flamands. Et puis, ici en bas, donc c'est le projet Écosol, dont je vous ai déjà touché 2 mots, qui se termine là au 31 décembre de cette année. Et donc tous ces différents projets-là et les différentes discussions qu'on a eues autour du phytomanagement en Wallonie, en fait, nous ont poussé à répondre à une initiative que la région wallonne a lancée, c'était en 2021, il me semble. Donc le terme un peu peut-être pompeux de initiative d'innovation stratégique. Donc c'est la région wallonne en fait qui a lancé cet appel à initiative d'innovation stratégique auquel on a répondu. Donc voilà, je vais vous présenter en quelques mots l'objet de ces initiatives. Donc en fait, la Wallonie répond en fait à un appel de la Commission européenne en fait à identifier des domaines d'innovation stratégique, c'est-à-dire pour le développement économique, mais aussi pour la préservation de l'environnement et également pour la création d'emplois. Donc la Wallonie a identifié 5 domaines d'innovation stratégique qui sont listés ici. Donc l'alimentation saine et gestion innovante de l'environnement, le système énergétique et habitat durable, méthode de conception intelligente et durable, l'innovation au service de la santé et les matériaux circulaires. Et donc on a souhaité vraiment pousser et représenter le phytomanagement comme une thématique pour à la fois gérer de manière innovante l'environnement, mais aussi contribuer à la fabrication de matériaux circulaires et à des matériaux circulaires qui peuvent rentrer dans la fabrication et dans la conception d'habitats durables. Et donc le but de ces initiatives d'innovation stratégique, en fait, c'est de rassembler un nombre d'acteurs et des acteurs qui viennent de secteurs très différents pour vraiment fédérer les acteurs et accélérer la mise en place de ces et les progrès dans ces différents domaines stratégiques. Donc on a lancé ce qu'on a appelé l'initiative Waste to Bio. Bon, c'est un terme anglais pour waste, pour wasteland, parce que wasteland en anglais ça veut dire friche, et bio pour biodiversité, biomatériaux, biomolécules. Et donc on a réuni à ce jour une centaine d'acteurs, dont Canopéa, dont la maison de l'urbanisme du Brabant wallon. Et donc l'idée c'est de réunir à la fois des gestionnaires de terrain, des bureaux d'études, des urbanistes, des chercheurs, des investisseurs, des ASBL et aussi évidemment des entreprises de l'économie biobasée dans les différentes provinces de Wallonie et de travailler ensemble à trouver des solutions pour réhabiliter les friches en utilisant le végétal et comme solution fondée sur la nature pour réhabiliter les friches. Donc là, j'ai listé les partenaires qui sont actuellement dans l'initiative. Donc, comme je viens de le dire, il y a des gestionnaires ou des propriétaires de friches. Et ce qui est très intéressant pour nous maintenant, c'est que l'initiative commence à être un peu connue. Et donc, on a des propriétaires
de friches qui nous interpellent, qui mettent à disposition du terrain. Et là, je voudrais citer le BPI Real Estate, donc il y a un promoteur immobilier qui nous a contactés il y a un peu plus d'1 an maintenant pour un terrain qui est situé à Autigny, à côté de la gare d'Autigny. Et donc voilà, en attendant le développement de leur projet d'urbanisme, ils ont mis à disposition leur terrain pour nous permettre de développer un projet de recherche autour du phytomanagement, auquel on a associé l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et donc pour moi, c'est vraiment un bon exemple de mise en commun des ressources et aussi un projet transdisciplinaire qui va nous aider à mettre au point les solutions. Donc on a évidemment aussi des entreprises dans notre écosystème, et puis aussi il y a un volet formation et puis un volet Living Lab, et je vais en toucher 2 mots juste après. Donc on a établi un plan d'action. Une de nos premières actions, évidemment, c'est de cartographier les friches qui peuvent accueillir des projets de phytomanagement, de réfléchir à la mise en œuvre du phytomanagement, donc quelles sont les différentes étapes. Et ce qui est très important pour nous dans cette partie-là de mise en œuvre, c'est de pouvoir choisir les espèces. On essaye de privilégier, pour la santé des sols, on veut privilégier des pratiques qui sont proches de l'agroécologie, choisir des espèces locales, donc produites si possible localement. Donc on a toute une réflexion autour on essaye d'associer en fait des pépinières et des semenciers basés en Wallonie, et aussi de travailler sur des assemblages et pas aller vers des monocultures pour, encore une fois, avoir un meilleur impact sur les fonctions du sol. Donc c'est assez complexe à mettre en œuvre puisque chaque friche a ses caractéristiques de sol, et donc ça veut dire que pour chaque terrain, il faut réfléchir à quel assemblage, pour quelle fonction, et puis suivre l'impact qu'on va avoir sur le sol en termes de structure de sol, en termes de matière organique, en termes de stockage de carbone, en termes de polluants, s'il y en a. Évidemment, une partie de notre plan d'action, c'est de pouvoir réfléchir à toutes les sources de secteurs de valorisation possibles. Et puis, on a un point d'attention très particulier aussi en termes de biodiversité, de services écosystémiques, parce que notre but, c'est vraiment de travailler sur la santé des sols, mais aussi la biodiversité en général, et que le couvert végétal qui va être mis en place rende un maximum de services écosystémiques. Et puis, il y a 2 axes un peu plus annexes, on va dire, le phytovoltaïque dont j'ai déjà parlé, et puis aussi ce qu'on appelle les plant factories. Et là, c'est dans le cas où on a des friches où il y a du bâti encore, pour ne pas déconstruire, mais pour recycler le bâti qui est encore en place sur les friches. L'idée, ça serait de pouvoir mettre en place des usines de production de plantes, que ça soit pour l'horticulture ou la production de molécules à haute valeur ajoutée. Et puis le but ultime en fait de notre on va dire de notre action, ça serait de créer un living lab. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept qui se développe depuis quelques années, mais c'est vraiment la mise en place d'un consortium multi-acteurs. Donc, on est déjà organisé en multi-acteurs puisqu'on a des chercheurs, des ASBL, des entreprises et aussi les pouvoirs publics qui sont impliqués. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de co-créer des solutions ensemble. Et donc, on est en train de réfléchir à un living lab qui serait dédié à la santé des sols spécifiquement. Et je vais aller plus vite parce que je sens que je vais aller directement. Voilà. On a déposé récemment un projet européen autour de la santé des sols et on est vraiment content parce qu'en fait le SPE à RNE est
est partenaire, partie prenante de ce projet européen qu'on espère financer, qui regroupe 36 partenaires. C'est le projet Unite for Soil, que l'Université de Liège coordonne, qui regroupe 36 partenaires à travers 11 pays européens. Donc c'est quand même un budget de 12 millions d'euros. On espère qu'on aura le budget pour financer ce projet-là. Mais dans tous les cas, l'objectif de toute façon est qu'on ait ce financement ou pas. On a vraiment comme objectif de créer ce Living Lab pour vraiment co-créer des solutions entre les différents acteurs. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. C'est le rôle ingrat, le rôle de la montre. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi, je retiens quand même 2 chiffres. Hein. On a quand même, en Brabant-Wallon, 108 sites qui sont repérés en tant que tels, comme friches. Hein. 108, c'est quand même pas rien pour un territoire qui n'est quand même pas si grand que ça. Et presque 300 hectares qui sont concernés. Donc il y a des choses à faire chez nous. Je retiens aussi cette importance de fédérer les gens. Hein. On n'est pas tous seuls. Il n'y a pas que les scientifiques qui vont s'atteler à cet enjeu, mais c'est bien nous tous. Et il y a bien de la transdisciplinarité à construire. Je vais accueillir maintenant Clotilde, notre 3e intervenante, qui nous vient de la Chambre des urbanistes de Belgique. Alors Clotilde, elle est architecte urbaniste, elle est aussi économiste. Et à côté de ses fonctions à la CUB, comme on dit couramment, mais aussi à la FUP, for Urban Passion, qui est un peu le bras droit de la CUB, on va dire ça comme ça, qui s'attelle en tous les cas aux questions d'aménagement du territoire d'urbanisme partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et bien au-delà. Et elle est aussi active dans le secteur du développement immobilier. Et donc, la question de l'opérationnalité, même la question des chiffres, elle s'y connaît. Et donc, elle va nous faire partager, en tous les cas, l'écho de la Chambre des urbanistes sur cette question fondamentale qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Donc c'est donc notre 3e intervenante et après on aura un temps pour les questions, réponses, échanges. Merci. Donc voilà, ici je représente la Chambre des urbanistes, donc je pense que j'ai vu quelques têtes qui sont habituées ou qui sont en tout cas membres de l'association professionnelle, parce que c'est comme l'ordre des architectes ou l'ordre des médecins. C'est une association qui défend la profession, qui forme les urbanistes, et donc aujourd'hui c'était une occasion aussi d'échanger avec des nouvelles pratiques ou des choses en développement et qu'il faut faire percoler jusqu'au bout. Donc c'est un agréable moment de partage. Je suis ici aussi pour ouvrir des thématiques de réflexion, des pistes de réflexion, des sujets ou des questions qui sont ouvertes et pour l'instant on n'a pas tellement de réponses sur la manière d'interagir ou de créer des outils. Et donc aujourd'hui je vais ouvrir quelques portes et puis qui j'espère aboutiront sur des recherches ou des collaborations avec les différents acteurs. Donc j'ai réparti un peu les choses en 4 thématiques, même je pense que la dernière fera l'objet du débat juste après. Donc j'ai prévu de montrer un exemple opérationnel sur lequel on travaille actuellement et qui approche la réflexion de la qualité des sols et de la préservation des sols, même quand on développe un projet immobilier. Je vais d'abord vous rappeler comment fonctionne un projet immobilier, parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Alors en général, le public est mis, ou en tout cas au courant ou informé du projet immobilier à un certain moment, mais au préalable, il y a toutes des équipes multidisciplinaires qui se sont coordonnées pour faire des études, pour analyser les sols, pour prendre des décisions sur comment urbaniser. Et alors, le public est parfois un peu averti après coup, parce qu'il faut le temps d'avoir de la matière pour expliquer les choses. Donc le processus est assez important, même en termes de timing, en nombre d'années. Je pense qu'on n'imagine jamais combien de temps ça prend. Il y a un outil qui existe déjà et qui peut peut-être être une base de construction d'un nouvel outil au niveau de la qualité des sols.
c'est la banque de données d'état des sols, qu'on appelle souvent BDES, qui est un outil qui est tout à fait accessible à tout le monde. Il y a un site internet au niveau de la région wallonne. Vous pouvez même aller voir votre maison, votre parcelle, s'il y a une information qui est disponible. Et puis, on parlera aussi des besoins de territoire. Donc, on veut viser une économie, voire une zéro artificialisation nette des sols. Mais comment est-ce qu'on va s'en sortir avec ce qu'on a pour travailler mieux et de manière plus qualitative ? Donc ça, c'est une question. Alors, je pense que le graphique, on vous l'a bien expliqué plusieurs fois. Donc, j'ai juste mis des petites étoiles là où l'urbaniste peut travailler pour limiter l'impact ou pour réparer des dégâts qui auraient été causés. Donc, le principal sur l'imperméabilisation, je pense que ça, c'est clair. On a un sérieux travail de réflexion à faire et une conscience à apporter chez tous les acteurs, même si les urbanistes sont très conscients de ça depuis des dizaines d'années. Mais pas tous les acteurs ont envie de s'y frotter. La perte de biodiversité, bien oui, on construit, donc on détruit, et donc il faut compenser ou améliorer, c'est possible. Donc je vous montrerai le cas pratique, c'est ça en fait. On a la pollution, donc ça c'est aussi des projets particuliers qui ont besoin d'une méthodologie urbanistique ou en tout cas architecturale qui est un peu en marge et qui nécessite des réflexes parfois un peu différents dans les actions. Et puis sur l'érosion aussi, je pense qu'on devrait plus utiliser l'urbanisme et je pense aux aspects du paysage qui sont liés à l'urbanisme, à l'utilisation des végétaux, le placement des haies, etc. pour lutter contre l'érosion et pour mieux gérer les eaux aussi au niveau du territoire. Donc au niveau du projet, j'ai classifié les différentes grosses étapes qui permettent de prendre des décisions qui initient déjà une manière de gérer le sol, soit d'imperméabiliser ou pas. Donc dès l'acquisition, dès qu'on va réfléchir à acquérir un terrain pour faire un projet immobilier, on se pose la question du programme. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Quelle fonction on va y donner ? Et cette décision-là a un impact sur la manière d'imperméabiliser ou de planter ou d'assainir des sols. On parle de friche industrielle quand on a un projet. La qualité du sol, et je pense que c'est justement dans ces cas-là où on a le plus d'expérience, et c'est parce qu'on analyse directement le sol et on veut savoir ce qu'on peut y faire, où on va placer des bâtiments, un bassin d'orage ou autre, et que cette pratique-là, on l'a et on pourrait la pousser beaucoup plus loin dans les sols qui ne sont pas pollués, justement. Donc j'ai parlé de la bande d'état des sols, je vous montrerai à quoi ça ressemble juste après. On a le design du master plan. Donc même si on fait un projet de construction sur une phase ou sur un immeuble, en fait la réflexion est portée sur l'ensemble et je pense que c'est justement à ce moment-là que l'ensemble des intervenants doivent être mis autour de la table pour conscientiser à certaines problématiques. Alors l'urbaniste est comme un médecin généraliste, il a un peu de connaissances dans tous les domaines, mais si vous vous cassez le bras, il va vous envoyer chez l'orthopédiste. Si c'est une appendicite, ce sera chez un chirurgien. L'urbaniste ne maîtrise pas tout en profondeur, mais il est capable de dialoguer, de rassembler les gens autour de la table pour qu'il y ait une décision qui se fasse en équilibre et en équité suivant les différents domaines. Donc je pense qu'on a un rôle à jouer au niveau du changement au niveau des sols pour implémenter ces pratiques. Et donc après, ça se traduit forcément dans des permis, des autorisations légales qui sont soumises à la région, à d'autres compétences. Évidemment, on les consulte en amont, donc on co-construit le projet pour être sûr qu'on n'ait pas oublié un élément d'étude ou que le retour d'expérience de ces personnes-là, qui ont une vision globale sur les territoires, puisse aussi nourrir et améliorer les projets. Donc je pense qu'au niveau des échanges sols et d'intégration de cette réflexion, c'est dès ces étapes-là qu'il faut le faire et pas après. Après, vous avez le processus habituel où on commence à contacter les clients, on va construire les bâtiments. Et puis, il y a une étape qui est super importante, qui n'est pas toujours faite, mais qui est l'évaluation. Donc, à partir de chaque phase, il faut se regarder dans le rétroviseur, se dire qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas bien géré les choses, ou on n'a pas eu l'impact qu'on voulait, ou justement, là, on a très bien fait, il faut reproduire cette méthode. Et alors, on recommence au stade du design et du permis, où on peut alors améliorer les choses. Un projet
master plan, où on a l'intervention d'un urbaniste pour travailler sur la mobilité, etc. Il faut savoir que c'est un projet qui prend entre 8 et 10 ans à mettre en place, jusqu'au moment où on a les premiers habitants qui arrivent. Donc si on attend 10 ans pour agir, c'est un peu long. Donc il faut essayer de faire en sorte que les projets aillent le plus vite possible pour apprendre et commencer à mettre en pratique les choses et qu'on puisse agir rapidement sur la qualité de nos sols. Petit extrait ici juste pour info de Charleroi en fait. On voit c'est très simple. Je cherchais une carte colorée. Donc alors, on se méprend souvent. La banque de données d'état des sols, cartographie par parcelle cadastrale, donc pas sur la couche, toutes les informations dont on dispose sur la qualité du sol, sur sa profondeur. Si ça ne veut pas dire qu'il y a une couleur, que c'est forcément pollué. Ça veut dire qu'on a une information sur l'activité qui pourrait générer une pollution ou autre. Donc si vous avez une entreprise qui a un permis d'environnement pour exercer son activité, vous allez trouver l'information qui est là. À l'inverse, si vous avez une parcelle qui est blanche, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas polluée. Il n'y a juste pas d'information, donc il faut se poser la question. Et donc, sur cette cartographie-là, on pourra rajouter une couche de dire on a fait des études de qualité du sol, vous avez aussi un certificat en parallèle qui vous informe sur la qualité, la biodiversité ou qualité biologique, biochimique du terrain sur lequel se trouve le projet. Donc, je pense qu'il y a déjà un outil sur lequel on pourrait construire pour s'accrocher et avancer un peu plus vite. La troisième question, qui est, je pense, une question qui est largement traitée dans le schéma de développement territorial qui va arriver, c'est la densité. Et donc, on va voir ici plusieurs cartes qui représentent la région wallonne et qui vous expliquent où sont réparties les majorités des densités, dans quel type d'urbanisation. Donc les 3 flèches que j'ai indiquées représentent à chaque fois une somme de 25% de la population, ce qui n'est pas rien. C'est un quart de la population qui se trouve dans les centres urbains, dans les cellules suburbaines, donc en périphérie des centres urbains, et dans des clusters ou des zones plutôt rurales. Voilà. Donc à chaque fois 25%, et le reste des 25% est réparti dans d'autres petites catégories. Sur une carte, alors là, c'est assez frappant. Les zones rouges sont les centres urbains. Là-dedans, il y a 25% de la population qui s'y concentre, en région wallonne. Vous avez les zones jaunes qui se situent à chaque fois en auréole autour de ces centres urbains qui concentrent aussi 25% de la population. Donc la moitié des gens en région wallonne résident dans ces pôles-là. Donc la densité y est forte, la qualité, la proximité aussi des gens y est forte. Et puis vous avez le reste dans les pôles un peu plus noirs, verts, c'est encore 25%. C'est juste qu'ils sont éparpillés, mais ils représentent aussi un poids dans la décision. Et donc le SDT, le schéma prévoit de renforcer, ou en tout cas de dire on va construire plus dans ces centres-là qui ont déjà et qui disposent de tous les équipements, que ce soit les gares, les équipements socio-culturels, sportifs, etc. On va éviter d'aller construire dans les zones rurales pour préserver les sols et devoir faire des kilomètres de voirie pour équiper et développer des logements, en tout cas, dans ces zones-là. Donc c'est assez frappant quand on voit les cartes, on voit une autre manière de le dire, c'est ce qui est dense, semi-dense ou les périphéries, et on voit que c'est très bien exprimé, on a vraiment le sillon qui est très clairement apparent sur la carte. Ça me permet ici d'aborder la question de la densité. Je pense qu'il y avait un sujet exprès sur la densité et il va falloir s'y habituer. Et je pense qu'en tant qu'urbaniste, la question, ça va être la qualité. Maintenant, aujourd'hui, il n'y aura plus le choix. La qualité devrait être... on parlait de quantité pour les sols, mais qu'il fallait aussi qualifier les sols. Pour l'urbanisme, je pense que c'est déjà en cours, mais on devra faire 2 fois plus attention parce que la pression sur l'habitat va être très forte. Et donc, il va
peut-être falloir concevoir ou reconcevoir les espaces existants autrement pour pouvoir accueillir la densité. Donc peut-être ajouter un niveau à l'immeuble à appartement existant. Voilà, c'est des acupunctures, mais je pense qu'à Paris, il y a pas mal d'expériences qui fonctionnent très bien, qui permettent aussi de créer des nouveaux logements abordables en centre-ville, tout en améliorant ou en tout cas requalifiant les bâtiments existants, peut-être un peu plus vétustes ou plus énergivores, quoi. Alors j'ai mis quelques fausses idées parfois qu'on peut avoir et qui sont ici traduites de manière beaucoup plus logique et qui expliquent les choses. Donc quand on parle de densité, on ne parle pas forcément de forme urbaine spécifique. Donc, c'est pas parce qu'on parle de densité qu'on va faire des immeubles à appartements. On peut avoir de la densité assez soutenue, mais avec des maisons. Donc c'est des gabarits restreints et donc ça, c'est moins oppressant quand on développe, mais c'est beaucoup plus logique. Je vais parler d'appartements. C'est pas parce qu'on a de la densité qu'on fait une tour, forcément. On peut le faire. Je vais montrer après différentes formes, mais il faut pas avoir peur du schéma de développement qui fixe des densités, parce qu'on est encore libre de l'exprimer de manière et de formes différentes. La compacité, ça je vais peut-être expliquer avec le schéma qui est à côté. En tant qu'urbaniste, on essaie de réduire au maximum les surfaces imperméabilisées. Et donc, on va décomposer en fait la réflexion sur le plan quand on dit qu'on gratte sur le plan. Donc, on passe, on repasse, on essaie de retravailler le plan plusieurs fois pour essayer justement d'optimiser. Et ça commence par l'emprise bâtie au sol. Donc, c'est le deuxième graphique qui est en fait l'impact le plus important sur le sol. Là, on détériore d'office. Donc, tantôt, on a parlé de couche arable. Eh bien, on est obligé de gratter cette couche arable, de la stocker de côté, mais on détruit tout, en fait. Donc, au plus on réduit l'emprise au sol du bâtiment, en concevant des logements qui sont bien pensés, au plus on va essayer de préserver le sol. Quel qu'il soit, hein, même dans une friche industrielle, on fait exactement la même chose. C'est, je pense, un concept qui est intégré, mais auquel il faut être attentif. On a une deuxième couche avec un impact qui est, je pense, tout aussi néfaste, tu l'as expliqué, avec les parkings. C'est l'imperméabilisation de tout ce qui est voie d'accès, les parkings, les cheminements, etc. Et donc, à ce niveau-là, donc, il y a la réflexion sur l'emprise au sol, sur les profondeurs, mais aussi l'usage des matériaux. Changer certains matériaux ou travailler en semi-perméable, etc., a un impact énorme au niveau de ce qui se passe en dessous dans le sol. Donc, il y a des habitudes. J'ai pensé au caliroute, par exemple. Il y a des changements qu'on peut faire dans les outils qui permettent aussi de favoriser une meilleure attention à la qualité des sols. Et puis, on a forcément la dernière partie, qui est le jardin privatif, hein, qu'on a tous chez nous, et sur lequel on peut tous avoir un impact. Donc, on voit parfois des belles maisons avec un gazon très bien taillé. Tout l'été, il est nickel, il fait pas plus que... on dirait un terrain de golf. Il faut peut-être se dire, je vais essayer de tondre 2-3 fois au moins sur l'été, laisser les plantes pousser. On va voir qu'il y a aussi une flore qui se développe et qui accueille des papillons, des insectes, etc. Tout le monde peut le faire. Et quand on voit la surface que ça représente dans un projet, c'est 2/3 du projet. Donc, on a tous, chacun, individuellement, un impact sur 2/3 du territoire, finalement. Donc, je pense que tout le monde peut y arriver, si on travaille ensemble. Alors, quand on parle aussi de densité, je voulais apporter le point sur la qualité, et la qualité par la réflexion sur la compacité. Donc, comment est-ce qu'on organise logiquement les choses et de manière constructive. Donc tout le monde parle d'avoir le boulanger au coin de sa rue, mais voilà, il faut accepter aussi peut-être de marcher un peu plus plutôt que de prendre la voiture. La compacité du territoire est liée à la densité. Et puis on a aussi l'intensité. Je vais parler du boulanger. C'est le type de fonction qu'on accueille au sein du territoire doit être bien pensé pour que ces fonctions soient soutenues par la population. Et donc plus on va avoir
avoir de gens qui habitent dans le quartier, le boulanger aura plus de clients et donc sa survie en dépend. Et on a essayé dans certains quartiers d'attirer des fonctions comme ça parce que les gens en souhaitaient. Et puis ils nous ont dit non, on n'a pas assez de... La zone de chalandise est trop grande, les gens doivent venir de trop loin. Et donc moi, ma boutique n'est pas rentable, je suis obligée de fermer. Donc c'est tout un aspect. La densité peut aider aussi à certains moments le soutien de l'activité économique. Je trouvais que ce schéma, c'est un schéma, un modèle. Hein. Donc on a essayé sur un même terrain d'exprimer la même densité. Donc vous voyez 76 logements par hectare, mais avec des formes différentes. Alors, c'est un peu brut parfois, il y en a où ça passe un peu mieux, mais vous avez une fois avec des maisons individuelles, donc au milieu. Ça on mange tout l'espace libre. Là, je pense que c'est à ne plus faire. Puis on a à gauche une tour. C'est bien, mais on a besoin de parking. On ne sait pas tout mettre en souterrain sous la surface de la tour. Donc, il faut quand même manger du territoire. D'une manière ou d'une autre, on a un impact négatif qui pourrait être réversible, mais on sait que c'est pas... On l'a vu juste avant, c'est pas facile. Et puis, on a une mixité à approcher. Donc, on a des gabarits qui sont plus acceptables. On est moins pressé. On mange un peu moins de territoire, on s'est quand même laissé des espaces avec de la vraie végétation, hein, pas une toiture verte, mais des plantes en pleine terre avec une vraie vie dans le sol. Et donc, à chaque partie du territoire qu'on souhaite urbaniser en ville ou autre, il va falloir réfléchir à quelle est la bonne forme, même si c'est la même densité, mais la forme adéquate au site ou à l'environnement dans lequel on va intervenir. Alors, le même exercice, je vais peut-être passer plus vite, mais on voit très bien, hein, quand on est à des logements, donc la densité se calcule en habitations par hectare. On a moins de 7, c'est la maison 4 façades. Vous voyez que c'est énormément de terrain consommé, et plus on va vers des habitats où il y a une certaine compacité, où c'est plus économe en sol. Et donc ça, il va falloir apprendre à vivre avec ça. Donc ici, je vois juste l'évolution. Hein. On est passé des terrains 4 façades, maintenant on commence à être vraiment dans des maisons mitoyennes dans les projets, couplés à des petits immeubles à appartements, et puis on rentre en ville avec d'office des immeubles beaucoup plus importants. Ce sont des morphologies qu'il va falloir s'habituer à voir de plus en plus dans les projets. Je pense que je vais juste terminer par le projet. C'est un projet pilote qu'on a fait. Donc dès le départ, j'ai dit dans les premières étapes, on a mis autour de la table paysagistes, urbanistes, on a fait des études de sol, etc. Pour voir où on allait construire, où est-ce qu'il fallait préserver les zones, comment on allait gérer les eaux. Donc ce terrain, en fait, c'était une monoculture. 10 hectares en monoculture, qui a subi le compactage, la détérioration par les labours de la couche supérieure du sol. Il y avait, au niveau de biodiversité, même si c'est de l'agriculture, c'est très faible. Donc, vous voyez sur la partie de droite, les zones rouges. Le terrain agricole, en fait, est en rouge. N'apporte pas beaucoup de biodiversité en tant que telle. Et vous avez les zones forestières en périphérie qui, elles, étaient au niveau du 7-8, donc qui étaient des zones très intéressantes à préserver. Et donc, on s'est dit, on va faire comme en agriculture. Il y a les tournières ou les zones de protection d'environnement qu'on met en périphérie de certaines surfaces agricoles pour protéger et faire une interface. On va travailler en urbanisme avec le même principe. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller construire jusqu'au bord de notre propriété. On va se reculer, on va prévoir une zone de quelques mètres jusqu'à une dizaine de mètres où on va planter pour que l'impact de la construction n'aille pas détériorer la bordure de la zone forestière qui est très qualitative. Et donc on a commencé à rétrécir la zone d'intervention, on a dû augmenter la densité à certains endroits dans le plan, on a créé des appartements notamment, etc., pour compenser en fait la réserve de biodiversité qu'on voulait mettre en périphérie. Même chose avec les bassins d'orage. Au départ, le bassin d'orage était prévu dans la zone forestière. Donc, il fallait abattre des arbres pour créer un bassin d'orage.
On s'est dit, on a une zone où, de toute façon, au niveau de l'égouttage, techniquement, ça va être compliqué. Alors, on va l'isoler, on va le mettre sur la parcelle agricole. C'est un moindre mal. Et ça permettra aussi, en faisant un bassin d'orage à l'air libre, de créer une certaine biodiversité. Et donc, le troisième petit graphique, en fait, on était très surpris parce qu'on avait peur, franchement. En tant qu'urbaniste, quand on appelle un bureau externe pour évaluer votre projet et voir si, au niveau biodiversité, vous avez bien fait votre travail, on pensait qu'on allait être pas bon, qu'on allait être en dessous de 0, qu'on n'allait rien apporter. Et en fait, par rapport à la situation actuelle, on a apporté de base 2,5% d'amélioration au niveau de la biodiversité. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais voilà, on a créé des zones avec des plantations différentes, un panel de plantations très diversifié qui a permis d'accueillir aussi un panel d'insectes et une faune et une flore très ouverte. Et on a eu des recommandations qu'on nous a faites sur notamment certains pavages. À certains endroits, on nous a dit, écoutez, là, si vous passez avec ce type-là de pavage, vous allez enrichir encore le terrain. Et là, on a encore gagné 2,5%. Donc on se dit, est-ce qu'on atteindra les 10% ? On savait qu'on n'y arrivait pas, mais on a quand même fait le pas jusqu'à la moitié. Et donc, même en urbanisant, si on le fait de manière réfléchie, on peut quand même essayer de maîtriser les dégâts, je vais le dire comme ça, mais on peut avoir un apport. Et donc chaque riverain, si maintenant sur sa parcelle crée un petit potager, plante des choses, ça va encore améliorer. Là, on a considéré que chaque habitant avait une pelouse clean, sans plantation. Voilà. Je vais terminer ici. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toutes les trois. Moi, je retiens en tous les cas de cette dernière intervention que, quelque part, la boucle est bouclée. Hein. Consommer moins, c'est une chose, mais il faut aussi consommer mieux et donc urbaniser mieux. Donc l'enjeu, il va être de réinvestir les terrains qui sont déjà occupés par l'homme, et ça va être aussi de mieux investir les terrains qui vont encore être urbanisés à l'avenir, parce qu'on ne mettra pas évidemment un stop du jour au lendemain. Hein. L'objectif, c'est 2050, et donc l'enjeu vraiment qui se réfléchit intensivement, je peux vous le dire, c'est vraiment de voir comment diminuer, comment changer de paradigme, quoi. Et voilà, merci à vous trois d'avoir amené plein de choses par rapport à ça. Non seulement l'épaisseur de ce sol, hein, souvenez-vous du petit schéma que je vous montrais, hein, on soulève la nappe, hein, parce que le sol, on le pense souvent en cadastre, donc ma propriété, chez le voisin, comment j'investis, etc. Là, vous nous avez vraiment permis de soulever la nappe et voir la profondeur de la chose, et puis voir qu'il y a plein de choses à mettre en place, mais aussi une connaissance à pouvoir nourrir, pour mettre en marche cette autre manière, j'ai envie de dire, ou en tous les cas continuer à prendre soin de notre territoire aussi par les sols.